continuons cette série de présentations sur la façon dont la géographie peut effectivement fournir toute une série d'outils d'aide à la décision, notamment dans une démarche quelque peu géoprospective. Et donc là, nous allons accueillir Marc Bourgeois, qui est maître de conférence ici à l'université Jean Moulin. S'il y avait un local de l'étape, ça devait être toi, Marc. Donc, toutes nos félicitations pour cela, et qui va nous montrer, non pas une étude de cas lyonnaise, mais une étude de cas franc-comtoise pour voir comment, finalement, une grille de lecture, que j'ai envie de dire éminemment géographique, peut permettre de fournir des outils d'aide à la décision dans la bonne compréhension de comment préserver les continuités, les connectivités écologiques. Je précise simplement que sur le même mode que tout à l'heure, cette conférence est directement enchaînée par la suivante pour grouper les questions. Merci. Bonjour à tous. Donc Étienne m'a présenté. Donc je ne vais pas le refaire. Je précise juste qu'on va partir dans un autre domaine. On était dans les risques avant. Cette fois-ci, on va plutôt parler de connectivité écologique et de l'articulation justement entre ces réseaux écologiques et l'urbanisation. Donc en guise d'introduction, je peux rapidement vous donner quelques éléments de contexte sur lesquels je ne vais pas trop m'étaler. Le processus de croissance urbaine n'est pas nouveau, bien évidemment, on en a parlé ce matin, Monique Faure en a parlé dès l'introduction. C'est quelque chose qui date depuis plus de 2000 ans. La croissance urbaine est assez importante, et particulièrement plus depuis la révolution industrielle, où à cette époque, les villes connaissent une croissance urbaine sans précédent, et on a des phénomènes qui ne cessent de se développer, notamment en France, le phénomène d'étalement urbain depuis à peu près les années 70, causé par la motorisation des ménages notamment. Et on sait que cet étalement urbain a plusieurs impacts, que ce soit sur les différentes sphères du développement durable, donc vous connaissez les sphères économiques, les sphères sociales, et la sphère qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, qui est la sphère environnementale. Et pour ma part, je vais me focaliser plus particulièrement sur les impacts écologiques et sur donc la connectivité des réseaux écologiques des espèces animales. Donc on va s'intéresser ici aux relations qu'entretiennent les formes urbaines et les processus écologiques. Donc ces relations sont pas clairement définies dans la littérature. Alors évidemment, on peut lire plusieurs papiers sur le fait que l'étalement urbain fragmente les paysages et donc nuit potentiellement à la connectivité écologique, mais on n'a pas de mesures précises pour cela. Donc la littérature est pour l'instant assez pauvre sur ce point précis, sur les relations entre les formes urbaines et la connectivité écologique. Donc j'ai travaillé là-dessus durant mes travaux de thèse, donc thèse que j'ai soutenue en 2015. Donc je vais vous présenter un petit peu les avancées qui ont été issues de ces travaux dans ce domaine. Donc nous allons parler du paysage, mais sous l'angle de l'écologie du paysage. Alors l'écologie du paysage, c'est une discipline qui est à l'interface entre l'écologie et la géographie. Pour faire simple, on va dire qu'on va spatialiser les processus écologiques à l'échelle d'un paysage. Donc on se base sur une vision zénitale du paysage, donc sur une vision aérienne. Donc imaginez que vous êtes dans un avion, vous avez un plafond de verre et vous regardez en dessous de vous ce qu'il se passe. C'est une vision qui aujourd'hui est assez... disons, on a l'habitude maintenant de voir des choses sur Google Earth, on voit assez facilement des images aériennes un petit peu partout. Ce n'était pas le cas avant. Il faut savoir que dans les années 80, avoir une vision zénitale du paysage, on avait certes accès à des images satellites, mais c'est adressé à un public de spécialistes, pas à tout le monde. Donc c'est une approche qui était assez innovante. Donc on se place sur le paysage, on étudie les fonctionnalités de ce paysage pour évaluer le déplacement que peuvent avoir les espèces dans ce paysage. Donc ici on a un paysage où on identifie les tâches, donc les tâches d'habitat, les corridors, donc les liens, les connexions possibles entre ces tâches, et la matrice qui constitue le reste de l'occupation du sol. Dans mes travaux, je me suis intéressé plus particulièrement à ce que j'appellerais la connectivité fonctionnelle potentielle. Donc la connectivité, justement, c'est
c'est les possibilités d'interaction des animaux entre leurs différentes tâches d'habitat. Alors pourquoi il est important de préserver la connectivité ? Eh bien, puisque lorsque nous avons une bonne connectivité écologique, les espèces peuvent se déplacer d'une tâche à une autre lors de leur processus de dispersion, c'est-à-dire lorsqu'elles arrivent à maturité et qu'elles vont se déplacer plus loin. Les espèces ont besoin de disperser pour ne pas surpeupler des tâches d'habitat afin d'avoir un accès aux ressources qui restent viables pour l'espèce et également pour éviter justement les croisements avec leurs parents, leurs cousins, leurs frères et sœurs, etc. pour maintenir la diversité génétique. Donc il est important d'avoir une bonne connectivité écologique donc, qui a été reconnue depuis longtemps comme étant important pour préserver les espèces et la biodiversité d'une manière générale. Donc on a des espèces qui peuvent avoir différentes capacités de déplacement. Certaines vont se disperser très loin, d'autres vont se disperser un petit peu moins loin. Donc vous voyez sur ce schéma, certaines tâches vont pouvoir être connectées par l'espèce rouge et d'autres ne pourront l'être que par l'espèce bleue parce qu'elle peut se déplacer moins loin. Et des fois, des éléments vont perturber cette connectivité, une barrière potentielle. Alors une barrière, ça peut être une autoroute, une rivière, une barre rocheuse, tout dépendra de l'espèce considérée. Donc la problématique est la suivante, quelles vont être les formes de ville qui vont être les plus aptes à maintenir donc, cette fonctionnalité des réseaux écologiques, à maintenir en d'autres termes la connectivité écologique. Donc évidemment, nous avons quand même quelques hypothèses dont je vous parlais brièvement en introduction, par rapport au fait que notamment l'étalement urbain fragmente les paysages et réduit la connectivité écologique. On s'attend également à ce que le trafic routier, qui est associé à chacune de ces formes d'urbanisation, perturbe les déplacements des espèces dans le paysage, mais on ne sait pas toutefois dans quelle mesure. On pense que ces impacts donc, varient selon les formes urbaines globales de la ville, donc selon les formes globales, selon la forme de l'agglomération, on va dire. Est-ce que ça va être une ville plutôt compacte, une ville plutôt polycentrique, une ville très étalée ? Et varie également selon la forme locale. Donc la forme locale, on s'intéressera plutôt aux questions de densité bâtie. On est plutôt là au niveau de la parcelle, voire du quartier. Donc on peut avoir différentes ruptures en construisant des bâtiments. Vous voyez qu'on peut avoir de la fragmentation qui va réduire les tâches d'habitat. On peut avoir un effet barrière qui est composé par les nouveaux bâtiments ou encore un effet barrière encore plus net induit par une nouvelle infrastructure, par exemple une ligne à grande vitesse ou une autoroute. Donc, dans ce travail, j'ai commencé par simuler des scénarios d'urbanisation avec des formes urbaines contrastées, donc essayer de faire une ville compacte, une ville étalée, etc., pour voir un petit peu comment ces villes, quels sont les impacts de ces villes sur les réseaux écologiques que je représente sous forme de graphes paysagers. Je reviens juste après sur ce qu'est un graphe paysager. Ce qu'il faut simplement retenir pour l'instant, c'est que j'ai mesuré la connectivité des réseaux écologiques avant l'urbanisation, puis après l'urbanisation. Et donc ce ratio m'a permis de calculer une perte de connectivité pour mesurer quel était l'impact de chacun des scénarios d'urbanisation. Et actuellement, je travaille plus à un niveau local, où j'essaye vraiment de spatialiser l'impact, plutôt que d'avoir un résultat global, essayer de spatialiser un petit peu plus l'impact écologique. Donc, ma zone d'étude n'est pas lyonnaise, puisque j'ai réalisé ma thèse à Besançon. Donc, nous sommes sur une zone de 60 km de côté, centrée sur Besançon, dans laquelle nous avons simulé les scénarios d'urbanisation, donc dans l'aire urbaine de Besançon, dans le Doubs. Donc voici rapidement quelques exemples de mes scénarios d'urbanisation que je détaillerai. C'est un aspect que je détaillerai moins aujourd'hui puisqu'on s'intéressera plutôt au volet écologique. Donc j'ai fait 5 scénarios avec pour chacun des scénarios le trafic associé. Donc vous avez ici un zoom sur le scénario ville compacte. Ici vous avez le scénario ville modérément compacte. Le périurbain régulé, donc en urbanisant périurbain mais de manière assez dense, un scénario étalement urbain où on densifie un peu moins, et un scénario orienté autour des stations de transport en commun, notamment les gares routières. Donc voilà, la première partie est faite, je vous avais dit que ce serait rapide. Nous avons donc maintenant 5 scénarios, 5 formes urbaines différentes. Reste à évaluer l'impact de ces 5 formes urbaines sur les réseaux écologiques. Alors le problème, c'est justement d'évaluer cet impact sur les réseaux écologiques. Puisqu'on parle de réseaux écologiques,
mais de quelle espèce? C'est-à-dire que dans certains cas, on peut se focaliser sur une espèce cible, une espèce emblématique, mais d'un autre côté, il n'est pas forcément pertinent de s'intéresser à une seule espèce, puisque l'idée pour faire un aménagement raisonné, un aménagement durable, c'est d'essayer de préserver le maximum d'espèces pour maintenir la biodiversité, maintenir les relations trophiques entre ces espèces, et donc essayer de favoriser l'ensemble de la biodiversité, et pas que les espèces exceptionnelles, maintenir la biodiversité qu'on appellera ordinaire. Donc il a fallu choisir quelques espèces à étudier. On ne peut pas travailler sur toutes les espèces non plus. Et pour cela, nous avons mis en place ce que j'appellerais une approche multi-espèces, donc une approche qui se base sur le choix de plusieurs espèces. Alors comment choisir plusieurs espèces à l'échelle d'une zone d'étude? Déjà, on prend des espèces qui peuvent faire partie de la biodiversité dite ordinaire, mais qui présentent quand même un certain intérêt pour la conservation. On ne va pas conserver des espèces qui soient nuisibles ou qui soient pas menacées par l'urbanisation, puisque les espèces qui ne sont pas menacées par l'urbanisation, ça ne nous intéresse pas dans notre cas. On va déjà vérifier qu'elles soient présentes dans notre zone, et puis qu'on puisse réaliser des cartographies de leur habitat, comme je vous montrais juste avant, donc des cartographies dans un système d'information géographique. Ces espèces, nous les regroupons par groupe, par milieu. Donc nous avons des espèces de milieux humides. Alors il y en a plusieurs. Les espèces de milieux arborés, il y en a beaucoup également. Et ensuite, on fait des profils, donc des espèces de milieux forestiers qui vont beaucoup se disperser, d'autres qui vont moins se disperser, d'autres qui vont avoir des grands domaines vitaux, etc. Ce qui fait qu'au final, j'arrive à déterminer à peu près 16 groupes d'espèces, parmi les oiseaux de milieu arboré, vous avez une espèce représentative qui va être le gobe-mouche gris, qui est un petit oiseau, qui va représenter ce groupe d'espèces. Donc là, par confort, on va dire que je parle de chacune des espèces en les nommant, mais ce sont bien des espèces représentatives. C'est-à-dire que l'ensemble de ce panel représente au mieux la biodiversité de la zone d'étude, au mieux dans les espèces qu'on peut cartographier et dans les espèces pour lesquelles on souhaite avoir un intérêt particulier pour la conservation. Donc à partir de là, on a quand même un panel d'espèces. Vous voyez, on a des papillons, des mammifères, des amphibiens, etc. Donc on a un panel assez représentatif auquel on va s'intéresser. Et donc, pour chacune des espèces, nous allons construire une carte d'occupation du sol. Donc, nous allons représenter leur habitat sur une carte. Et ces cartes seront transformées en cartes de coût. Donc, on va identifier les zones où les espèces peuvent plus ou moins se déplacer. Puis, par exemple, un mammifère terrestre va avoir du mal à se déplacer dans une zone en eau, alors qu'elle pourra se déplacer beaucoup plus facilement dans une prairie ou dans une forêt. Donc, nous avons une carte initiale où nous ajoutons l'urbanisation. Donc vous voyez là en rouge sur la deuxième carte, on ajoute une zone d'urbanisation. Ce qui fait que nos coûts dont je vous parlais juste avant vont augmenter. Si la prairie, on avait mis un coût de 10, si on ajoute de l'urbanisation, ça va avoir un coût de 100. Donc ça va modifier la carte. Donc nous allons avoir des espèces qui vont avoir plus de mal à se déplacer. Et donc nous allons simplifier les déplacements des espèces sous la forme de graphes paysagers. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Là, j'ai pris deux espèces en exemple, deux espèces d'oiseaux, mais une qui vit dans les feuillus et une autre qui vit dans les prairies humides à droite. Et donc, il faut d'abord identifier leur tâche d'habitat. Donc, nous identifions leur tâche d'habitat. Mettons les forêts de feuillus de plus d'1 hectare, les prairies de plus de 1 hectare également. Donc voilà, nous avons leurs tâches d'habitat qui sont différentes. Les espèces ne vivent pas dans le même milieu. Et à partir des cartes que je vous montrais précédemment, nous pouvons tracer les chemins de déplacement potentiels entre leurs tâches d'habitat. C'est ce qu'on appelle des chemins de moindre coût. Donc les chemins que les espèces vont pouvoir parcourir le plus facilement pour aller disperser dans une autre tâche d'habitat. Et nous pouvons ensuite faire une simplification de ce réseau sous forme de graphe, donc où un nœud va représenter une tâche d'habitat et où un lien va représenter les connexions possibles entre ces tâches d'habitat. Donc cette représentation, outre le fait qu'elle simplifie le réseau écologique et permet déjà rapidement d'avoir une bonne vision du comportement des espèces à l'échelle d'un territoire, permet également de quantifier la connectivité écologique. Donc on peut la quantifier en calculant ce qu'on appelle une métrique. Je ne vous détaillerai pas ici le calcul, voici la formule si ça vous intéresse. Et nous calculons donc cette métrique avant
et après urbanisation, ce qui va nous donner un ratio, donc une perte de connectivité. Donc ici, j'ai schématisé sur ce petit graphique tous les impacts pour chacun des scénarios, pour chacune des espèces. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ce qui est important, c'est de retenir que les impacts écologiques restent faibles dans l'absolu, mais que par contre, ils sont différenciés selon les espèces et surtout selon les scénarios. Donc ce qui est intéressant, c'est que notre approche nous permet de comparer effectivement différentes formes d'urbanisation et voir lesquelles justement sont les plus souhaitables pour le maintien de la connectivité des réseaux écologiques. Donc ici, vous voyez par exemple que c'est donc la ville compacte qui préserve le mieux, donc qui a le moins d'impact. Les barres les plus basses, c'est celles qui ont le moins d'impact sur la connectivité, qui préserve le mieux les réseaux écologiques, alors que l'étalement urbain est celui qui cause les plus lourds dégâts, on va dire, sur la connectivité écologique. Donc en gros, plus la ville est dense, mieux les réseaux écologiques sont maintenus, et moins la ville est dense, plus elle est étalée, plus la perte de connectivité est importante, et ce, pour l'ensemble des espèces étudiées. Il y a des disparités locales, évidemment, pour chacune des espèces, mais en moyenne, on va dire que c'est plutôt ces formes de villes plutôt compactes qu'il faut préconiser. Je dis plutôt compactes parce qu'elles ne sont pas ultra compactes. J'ai simulé des villes, on va dire, assez vertueuses, avec quand même pas mal d'espaces verts à l'intérieur, donc on n'est pas non plus sur une ville totalement minérale et totalement compacte. J'ai également regardé l'impact du trafic sur les déplacements des espèces, où on s'aperçoit que c'est assez complexe. Certaines espèces, comme l'azuré du serpolet, qui est un papillon, va être beaucoup plus sensible à la construction de la maison en elle-même, mais pas trop aux gens qui vont venir habiter dans leur maison et repartir. Et inversement, l'écureuil roux, par exemple, sera beaucoup plus sensible au déplacement des voitures qui vont aller et venir à la maison pour les loisirs, pour le travail, etc. Par contre, la construction en elle-même n'aura pas beaucoup d'impact sur ces déplacements. Et vous voyez, c'est assez différent pour toutes les espèces, qui montrent qu'il est quand même important de prendre en compte cette notion de trafic dans ces travaux. Donc ces résultats sont quantifiés à un niveau global. On s'est intéressé un petit peu à ce qu'on pouvait faire à un niveau local. Donc pour chacune des tâches, on peut regarder quel est l'impact quelle est la connectivité pour l'ensemble du paysage. Donc j'ai fait une généralisation spatiale où vous voyez qu'on peut avoir la connectivité, on va s'abstraire des tâches d'habitat. J'ai réalisé ce qu'on appelle une interpolation, enfin une petite interpolation pour les spécialistes. On parlera plus volontiers de généralisation spatiale, où vous voyez ici les zones en rouge sont les zones où la connectivité est la plus forte pour chacune des espèces. Ce qui fait que comme on a la connectivité sur l'ensemble du territoire, on peut comparer plusieurs espèces entre elles. On peut regarder en ajoutant un scénario ce qui se passe avec le scénario, donc les petites zones noires. Et donc après, on peut regarder l'impact que l'on a sur chacune des différentes tâches d'habitat. Et si on généralise, on peut avoir donc l'impact de chacun des scénarios d'urbanisation localisés sur la zone d'étude pour chacune des espèces. Donc on peut voir quel aménagement va causer plus ou moins d'impact sur les déplacements de telle ou telle espèce. On peut généraliser ça pour l'ensemble des espèces en faisant une carte de synthèse, où ici vous avez les zones en rouge, marron même, ce sont les zones où la connectivité est la plus forte. En jaune, c'est les zones où la connectivité est la moins élevée. Le problème de cette carte est qu'elle est difficile à interpréter, puisque est-ce qu'il faudrait plutôt protéger les zones où la connectivité est forte, ou est-ce qu'au contraire, il faudrait plutôt favoriser les zones où la connectivité est faible? Donc là, cette question n'est pas encore forcément tranchée. Pas parce que si on a une forte connectivité, peut-être qu'on peut se permettre des aménagements, mais si on a une faible connectivité, est-ce qu'au contraire, on peut se permettre des aménagements puisque la connectivité est déjà faible, ou est-ce qu'il faut plutôt essayer de protéger ce qu'il y a déjà? Donc on peut essayer de regarder ensuite d'un point de vue un petit peu plus spatial, en regardant sur des zones d'intérêt écologique, faunistique et floristique, donc on appellera les ZNIEF, où on peut regarder l'impact localisé pour chacune de ces zones. Donc vous voyez à droite, pour une espèce d'oiseau par exemple, l'impact dans chacune des zones protégées, si on veut s'intéresser plutôt à des zones cibles, on va dire. Donc en guise de synthèse, on peut dire que les résultats sont en partie attendus, notamment sur le fait que l'étalement urbain va causer, on va dire, des grosses pertes de connectivité écologique. On peut se demander comment valider ces résultats, puisqu'on n'a pas de validation de terrain. Je vous rappelle qu'on a une zone de 60 km de côté, on n'a pas pu suivre des espèces sur une telle zone sans avoir
pour avoir des résultats. Donc nous faisons une approche par la modélisation. Donc la modélisation signifie simplifier, mais qui dit simplification dit abstraction, et donc dit forcément généralisation de certains faits. Donc des écologues pourraient ne pas forcément être d'accord avec cette démarche, mais d'un point de vue géographique, c'est une démarche qui peut être utile pour l'aménagement. Donc on va essayer de tester cette démarche avec des collègues sur de nouveaux terrains d'études, notamment l'Ouest lyonnais, et essayer de voir un petit peu quels peuvent être les impacts de la future ou pas, peut-être, autoroute A45 sur le déplacement des espèces, en tout cas. Et on travaillera également avec Judy Kael-Dietrich et Johan Sahraoui, qui va me succéder ici, sur justement également les impacts sociaux et éventuellement l'appropriation que peuvent se faire les gens de ces résultats que je viens de vous présenter. Donc, on voit qu'il y a des applications potentielles, on a des cartes, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de données. Les résultats restent toutefois un petit peu difficiles à interpréter et c'est difficile d'agir directement en fonction des résultats, mais ce sont on va dire des pistes prometteuses pour l'aménagement, bien que, nous le disions encore tout à l'heure, le transfert entre la recherche et l'opérationnel est toujours un petit peu délicat. Et c'est ce de quoi va vous parler mon collègue Johan Sahraoui, qui va justement s'intéresser à ces transferts de connaissances justement entre la recherche et l'opérationnel, toujours dans le domaine de l'écologie du paysage. Je vous remercie de votre attention.